Bonjour à tous, nous sommes le mardi 17 mai, bienvenue dans ce nouveau journal. À la une ce soir. Ils sont beaux et majestueux, mais pour combien de temps encore? Les lacs font partie du patrimoine géographique et touristique de la Haute-Savoie. Et pour les préserver, le conseil départemental lance son propre dispositif, le plan lac. Nous verrons ensemble les détails. Et puis la joie ne faiblit pas du côté du FC Annecy. Le club se prépare enfin à remettre les pieds dans le football professionnel après 29 ans d'absence. Son président, Sébastien Faraglia, nous donnera la feuille de route du club pour la prochaine saison. Mais avant de commencer ce journal, la saga des bouquetins du Bargy se poursuit et c'est une bonne nouvelle qui vient de tomber pour les défenseurs de ces animaux protégés. Suite à un recours interassociatif, le tribunal administratif de Grenoble vient en effet de suspendre l'arrêté préfectoral autorisant l'abattage indiscriminé de 170 bouquetins dans le massif du Bargy en Haute-Savoie. Pour autant, le cheptel d'animaux sauvages reste surveillé de près car toujours porteur et vecteur de la brucellose. Plus de précisions dans notre édition de demain. Je vous le disais en titre, la Haute-Savoie est l'un des départements français les plus riches en villages lacustres. Près d'une centaine de lacs recouvrent le territoire. Vous connaissez bien sûr le plus grand comme le lac d'Annecy ou le lac Léman près de Genève. Ces milieux aquatiques ont un équilibre assez fragile et pour préserver leur qualité, le conseil départemental lance un nouveau dispositif, le plan lac, les précisions de Sébastien Germain. La vie est quelquefois bien faite. Ce samedi à Saint-Joriot pour la présentation du plan lac initié par le département de la Haute-Savoie. Le soleil et le ciel bleu ont donné au lac d'Annecy des reflets presque insoupçonnables. On comprend donc aisément pour quelles raisons la collectivité a choisi d'autant choyer ces lacs, véritables vitrines touristiques. Ces lacs qui sont vraiment un joyau, c'est une chance extraordinaire. D'abord la réserve en eau, et puis c'est un point d'attractivité touristique qui fait que la Haute-Savoie, c'est pas que le tourisme l'hiver, c'est le tourisme l'été et l'hiver. C'est une aide à l'investissement avec comme porte d'entrée l'environnement, la qualité de l'eau, la biodiversité, la qualité paysagère, le handicap, l'accès et bien évidemment les activités, comme on l'a fait sur le ski de fond, plutôt gratuites. Un seul mot d'ordre pour ce plan départemental, préserver et améliorer la qualité de l'eau. Et pour ce faire, tout un programme d'action va être mis en place avec plusieurs grandes idées directrices. On a ciblé les deux grands lacs, l'axe sur les grands lacs qui concernent le lac Léman et le lac d'Annecy. Après, on a l'axe 2 qui concerne plutôt ce qu'on appelle des petits lacs, qui sont des lacs de plaine et lacs de montagne. Il y en a plus d'une centaine sur le département. Et puis, toutes les communes. Alors après, c'est le plan, on va dire, qui concerne les communes qui sont traversées par le Rhône. Et toutes ces communes seront aidées par le département. Très concrètement, cette aide du département s'articulera de deux manières différentes. 200 000 € pour les communes qui abritent des petits lacs et une enveloppe pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros pour les communes riveraines des deux grands lacs et du Rhône. Exemple concret du côté de Saint-Joriot. Le port de Saint-Joriot, cet équipement qui a 30 ans, 35 ans même, aujourd'hui il a besoin d'être adapté. Il faut qu'on installe des bornes électriques pour avoir moins de bateaux thermiques, moins de moteurs thermiques et avoir plus de bateaux électriques. C'est un exemple. On a aussi les quais à reprendre, les quais de notre port qui se détériorent avec les vagues du lac bien sûr. Donc ça aussi, on a des aménagements techniques aussi à reprendre en bordure de port. C'est l'exemple du port, mais on a également des bâtiments au niveau de notre plage. On a le restaurant de la plage à réadapter aussi pour l'accueil de la population, toujours plus importante. Chaque municipalité qui voudra bénéficier de ce financement spécifique au plan lac devra donc déposer un dossier qui sera étudié au cas par cas. Parlons sport à présent. 4 jours après avoir validé son ticket pour la Ligue 2, le FC Annecy s'est déjà remis au travail. Les dirigeants du club préparent activement la prochaine saison. L'enjeu est de taille car ils devront composer avec l'un des plus petits budgets du championnat, comme nous l'explique Sébastien Faraglia, le président du FC. Il nous présente les objectifs du club au micro de Lucas Ruche. On a franchi un cap, il faut y rester, donc l'ambition c'est de se maintenir à ce niveau. Et l'enjeu, c'est dans les semaines à venir, de créer les conditions de la réussite de ce projet. Donc, on a beaucoup de travail sur les infrastructures notamment, et puis sur la partie technique, notre commission sportive avec notre directeur sportif s'attelle pour mettre en place un groupe le plus compétitif possible pour démarrer cette saison. Là, pour l'instant, on ne peut pas se projeter à long terme, on raisonne au court terme, voire au très très court terme. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas où l'équipe va démarrer la saison, on ne sait pas où on va s'entraîner. Donc on est bien loin de se poser sur des projets à long terme. On sait que la ville, le département, la région vont nous accompagner, parce qu'il y a une volonté de co-construire le projet du foot d'Annecy de façon d'envergure. Mais là, l'urgence pour nous, c'est
créer les conditions d'ouverture de notre site d'entraînement pour mi-juin, pour que l'équipe puisse démarrer la saison correctement. Ouvrons une page culture à présent avec mes invités du jour. Valentin Jacquelin est enseignant à l'Université Savoie-Mont-Blanc et il s'est lancé un incroyable défi, celui de faire découvrir la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers le son avec ses étudiants. Pas d'écrit, pas d'image, seulement un podcast. Valentin Jacquelin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes accompagné avec l'une de vos étudiantes aujourd'hui qui a participé au projet, Emma Almeida. Bonjour à vous. Bonjour. Racontez-nous un peu d'où est parti ce projet. Ce projet, c'est un petit peu, comme vous l'avez dit, une idée folle. C'est à la base l'envie de transmettre un petit peu un savoir dans le cadre d'un cours assez théorique. Et puis, en préparant ce cours, on s'est dit comment le rendre interactif, comment travailler avec des étudiants qui vont être les professionnels de demain du tourisme. Et du coup, l'idée, ça a été de mettre en place un cas pratique autour du podcast. Donc ce podcast qui est un petit peu une façon de communiquer un petit peu différente. Et du coup, voilà comment est née l'idée. Et je suis tombé sur une promo de 15 étudiants donc en licence professionnelle activité touristique de montagne, super motivés, super motivants aussi, parce qu'il fallait vraiment tenir le choc et ils m'ont bien poussé et je les ai bien poussés. C'était une belle collaboration. Et voilà comment est née l'idée de Hipipipora, le podcast de l'authenticité en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est un podcast qui se déroule en 6 épisodes de 13 minutes, c'est ça. C'est un support qui n'est pas du tout commun pour la communication dans le milieu touristique. Pourquoi avoir choisi le son ? Je crois que le son, il apporte une relation particulière entre l'émetteur et le récepteur, qui sont à la base de la communication. Et en fait, on a l'impression un petit peu de chuchoter à l'oreille des auditeurs. Et ça... Je sais pas, c'est quelque chose qui touche. On parle beaucoup d'authenticité, authenticité de l'expérience touristique à travers ce podcast. Et je crois que pour être authentique, le son, il est tout à fait pertinent. Alors Emma, vous faites partie de ce groupe de travail. Qu'avez-vous imaginé pour nous faire découvrir la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors avec mon groupe, nous étions 4. On a imaginé un épisode autour des activités insolites, plus précisément autour de la marche, de la randonnée. Donc on a emmené les auditeurs en Chartreuse, donc dans le massif de la Chartreuse, à Annecy, mais aussi en Auvergne et en Ardèche. Voilà, donc on a essayé d'imaginer un circuit et de les faire voyager un petit peu avec nous. Alors justement, comment voyage-t-on à travers les images ? Comment arrive-t-on à faire imaginer tous ces beaux paysages à travers le son ? Alors nous, on a tenté de faire une discussion entre nous, finalement, de parler de nos expériences, également de parler des activités, de leur présenter des activités un petit peu insolites. Et on a aussi eu la chance de dialoguer avec un accompagnateur de moyenne montagne, Monsieur Christophe Bellato, avec qui on a pu s'entretenir au téléphone, et qui nous a parlé de son métier, de ses randonnées préférées, de la façon dont il voyait son métier. Donc voilà, on espère un long entretien qui vous a permis justement de dérouler un peu tout ça. Alors il y a 16 destinations au total. Comment avez-vous choisi justement ces destinations parmi tout ce qui est possible je pense que ça s'est fait un petit peu par affinité, par intérêt. Alors on ne vient pas tous de la région Rhône-Alpes dans notre classe. Donc je pense qu'il y a eu l'envie de découvrir certains sites pour certains, d'autres qui en connaissaient certains autres sites qui avaient envie de les mettre en avant. Donc voilà, je pense que ça a été la volonté de mettre les beaux sites d'Auvergne-Rhône-Alpes en avant. Il a fallu un peu redoubler d'ingéniosité justement pour faire ce circuit. Expliquez-moi un petit peu comment vous avez travaillé. Alors on a eu une première phase où on a pensé donc, tout ce qui était couverture, mais également la manière dont on allait présenter l'épisode. On a réfléchi au thème principal qu'on voulait aborder, et puis les sites qui nous paraissaient les plus pertinents et la manière de le présenter de manière intéressante. Alors Valentin, vos élèves vont bientôt rentrer dans la vie active, ils sont en licence professionnelle, donc l'année prochaine ils rentrent dans le marché, sur le marché du travail. La créativité, la narration, le son sont des compétences qui sont demandées maintenant dans le secteur du tourisme. Non seulement elles sont demandées, je pense qu'elles sont essentielles et ça fait partie en fait de tout le bagage que les étudiants doivent avoir. Et finalement, à travers ce cours et ce cas pratique sur le podcast, l'idée c'était de leur dire oui, vous allez ressortir de ce cours avec des compétences théoriques. Oui, vous allez savoir comment mener une interview, comment prendre la parole au micro, mais vous allez aussi développer un petit peu vos compétences pour le CV, compétences qui vont être
tout de suite mobilisé parce que là, dans quelques mois, hein, Emma, c'est le grand saut. C'est le grand saut, ouais. C'est le grand plongeon, ouais. Donc non, c'était très important de développer tout ce panel de compétences qui ne sont pas forcément liées au sujet du cours, mais qui, pour moi, en tant que professionnel du tourisme et de l'événementiel et de la communication, ce sont des compétences essentielles. Voilà. Si je devais recruter des jeunes, j'aurais besoin de ces compétences-là et aujourd'hui, ils les ont. Emma, vous, que retenez-vous de cette expérience Vous le referiez si c'était capable, enfin si c'était possible, pardon. Moi, c'est une expérience que j'ai bien aimée. C'est un projet qui m'a motivée d'un point de vue du coup de la créativité. Donc, c'est un projet que je referai effectivement. Et puis, je trouve que c'est un moyen original finalement d'apprendre des choses sur la région, sur aussi comment mettre en avant une destination. Donc j'en retiens beaucoup de positifs, la collaboration entre les élèves de la classe, et puis finalement de vivre des expériences comme celle-ci, donc c'est très chouette. Alors il y a une saison 2 qui se profile pour l'année prochaine, mais cette fois-ci avec la prochaine promotion. Une nouvelle promotion, oui, voilà. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Eh bien écoutez, cette saison 2, elle va être pleine de surprises. Déjà, il faut savoir que Ipipipora, ça s'adresse à tout le monde, qu'on soit visiteur d'un jour, étudiant, habitant de toujours. Avec nos épisodes, on essaye vraiment d'aller là où on n'attend pas forcément de rencontrer d'avoir des expériences et de rencontrer de l'insolite. Donc c'est vraiment pour tous. Et puis donc cette saison 2, pour revenir sur votre question, ça va être plein de surprises. On va essayer d'aller développer de nouvelles destinations, trouver d'autres prestataires du tourisme capables de mettre en avant un petit peu leurs propositions, leurs activités. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de lancer un appel à ces personnes qui souhaiteraient intégrer nos épisodes. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous et ce sera avec plaisir qu'on parlera de votre activité insolite et de ce que vous faites et ce que vous faites bien. Voilà. Alors juste avant de se quitter, peut-être nous rappeler où sont disponibles justement les podcasts, où peut-on les écouter ? Alors vous pouvez retrouver les podcasts sur Spotify et Deezer, donc 2 plateformes de lecture. Et puis, si vous n'êtes pas forcément équipé, vous pouvez aussi aller sur le site internet www.vgorganisation.fr où là, vous allez retrouver directement les liens pour les écoutes depuis le web. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce projet, un projet en tout cas qu'on nous aurons hâte de découvrir. Merci à vous deux. Et puisque nous visitons la région, partons faire un tour au pays du Mont-Blanc, à Saint-Gervais précisément, où ce week-end avait lieu la toute première édition de Une naissance d'une œuvre. Ce grand prix littéraire récompense un auteur d'au moins 5 romans qui n'a pas encore connu un grand succès. Au pied du Mont-Joli, le jury indépendant a dû départager près de 5 finalistes, parmi lesquels Michel Julien, devenu le premier lauréat. Plus d'explications avec les interviews du président du jury et de ce premier lauréat, réalisées par nos équipes à l'occasion de la remise des prix. C'est un prix auquel nous avons pensé à plusieurs, grands lecteurs, passionnés. Et en fait, c'est un prix un peu anticonformiste. La plupart des prix récompensent des titres qui font sensation, des premiers romans, des auteurs qui ont été dans les médias, etc. Nous, on s'est dit qu'il y avait plus intéressant que ça, c'est les écrivains qui durent et qui déploient une œuvre, qui déploient un univers, qui déploient une écriture dans le temps. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui le prix naissance d'une œuvre. C'est le 6e roman. J'ai commencé tardivement à écrire après avoir escaladé les montagnes pendant 20 ans et avoir cessé par décision personnelle. Je me suis mis à la littérature. 5 premiers romans parus aux éditions Verdier et puis ce 6e qui est bien sûr la continuation des précédents et qui se voit décerné par ce prix qui a la particularité de projeter la personne que je suis, donc écrivain, vers un devenir, vers la suite, un 7e, un 8e, et puis on verra, une œuvre. Et ce journal touche à sa fin. Merci à vous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. À suivre votre émission Panorama sur le off des assises de la transition écologique. Ce soir, on vous parle de l'importance de l'alimentation locale et de l'économie circulaire avec Sébastien Germain. Merci à la rédaction et à l'équipe technique pour cette édition. On se retrouve dès demain à 18h pour un nouveau journal. Très belle soirée sur notre antenne.